Bonjour à tous et bienvenue d'un peu partout dans le monde et vraisemblablement plus particulièrement de la France qui m'a l'air très représentée en ce début de webinaire. Alors, c'est le premier webinaire de l'année de la communauté de pratique santé mentale et travail. Et on démarre cette deuxième année de webinaire sur le thème suivant, vivre avec un trouble psychique et s'épanouir au travail. Aujourd'hui, on est très nombreux puisqu'il y a 1164 inscrits à ce webinaire, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il faut que vous sachiez quand même que ça nous met une petite pression. On est assez impressionnés. Pour rappel, ce webinaire il va durer 1 heure, durant lesquelles vous allez entendre nos 3 intervenants. Puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez rester durant une demi-heure, toujours avec nos invités, durant laquelle on va répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat et que l'on prend en note durant tout le webinaire. Pour cette dernière demi-heure, il y a Mathieu Lafréchou, qui est directeur du Geste Mayenne, qui est un dispositif d'accompagnement vers l'emploi en Mayenne qui nous rejoindra, ainsi que Jean-Philippe Cavrois, qui est délégué général de la Fédération Santé Mentale France. Et j'en profite pour remercier sincèrement la Fédération qui nous permet de faire ces webinaires aujourd'hui et surtout de les rendre accessibles et gratuits pour tout le monde. Alors, vous allez voir, on a 3 invités assez exceptionnels en préparation, beaucoup touchés d'intelligence, de leur expérience et de leur authenticité. Et j'ai hâte de leur donner la parole. Mais néanmoins, je vais dire quelques mots en introduction sur la communauté de pratique, ce que l'on y fait et sur pourquoi cette thématique aujourd'hui. Et ensuite, vous pourrez les écouter. Alors, quelques mots sur notre réseau. Cette communauté, elle rassemble des parties prenantes en lien avec la santé mentale et le travail, donc des professionnels du soin et de l'accompagnement, des professionnels, des chercheurs, des pairs aidants, des personnes concernées, des professionnels du monde de l'entreprise et des ressources humaines, issus de 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada. On s'est donné 3 objectifs, 3 axes en tout cas de déploiement de notre action, partager les savoirs et les savoir-faire autour de la santé mentale au travail et mieux prendre en compte les troubles psychiques ou mentaux, développer la recherche pour identifier des pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité et comprendre les mécanismes qui facilitent l'accès à l'emploi et le maintien en emploi. Et enfin, faire tomber les barrières, les obstacles, les croyances qui freinent l'accès au travail et le maintien au travail. On a une approche qui est résolument constructive, optimiste pour que santé mentale et travail soient compatibles et non synonymes de discrimination ou de stigmatisation. Donc la thématique d'aujourd'hui, santé mentale et travail, vivre avec un trouble psychique et s'épanouir au travail. Pourquoi on a choisi cette thématique? C'est parce qu'on voulait mettre l'accent finalement sur 2 mots, enfin 3 mots, vivre avec et s'épanouir. Quand on parle de santé mentale et travail, trop souvent, le sujet est lu finalement à la lumière des difficultés que ça engendre dans le travail. Le burn-out et l'épuisement professionnel, les problèmes de harcèlement, la souffrance psychique, les difficultés relationnelles, les conflits, les problèmes d'absentéisme de longue durée, de courte durée, tous les stéréotypes, les idées reçues, le handicap psychique, handicap invisible dont on connaît mal les aménagements et les possibilités d'accompagnement. Finalement, la liste, elle est assez longue et un peu décourageante. Et explique le tabou du sujet dans le monde du travail certainement. Et je lisais encore une étude qui nous dit que 3 salariés sur 5 prétend qu'il ne parlerait pas de ses problèmes de santé mentale s'il en avait dans son environnement de travail, ni à son manager, ni à son supérieur hiérarchique. Pourtant, ce tableau un peu sombre est loin d'une autre réalité dont on parle peu et qu'on souhaite aujourd'hui mettre en lumière grâce aux témoignages de nos intervenants.
Cette réalité, c'est celle de toutes les personnes qui ont vécu des épisodes psychiatriques, qui négocient au quotidien avec des problèmes de santé mentale, qui travaillent, qui s'engagent auprès des autres, qui se forment, qui évoluent professionnellement, des personnes qui ne peuvent pas toujours parler de leurs problèmes de santé mentale, qui jonglent, qui adaptent leur vie, leur quotidien parfois pour tenir. Cette réalité, c'est celle du rétablissement en psychiatrie, de ce chemin profondément subjectif qui permet de reprendre sa vie en main, de choisir la place que l'on souhaite occuper dans le monde, de se redéfinir une nouvelle identité plus positive qui ne nous réduit pas à notre maladie ou à nos troubles. Cette réalité, c'est aussi celle de parcours de vie incroyables que l'on ne peut soupçonner si l'on ne prend pas le temps d'écouter, de questionner, de découvrir. Cette réalité, enfin, c'est celle de dirigeants qui s'engagent, de monde professionnel, où l'on se soutient les uns les autres pour réussir, où l'on cherche à se rencontrer et se reconnaître dans nos singularités pour fabriquer de la performance collective. Alors tout cela est invisible à l'œil nu. Finalement, ça n'est pas un sujet jusqu'au jour où ça pose problème. Pourtant, quand on prend le temps, c'est apprenant et porteur d'espoir pour toutes les personnes concernées et parfois chahutées dans leur parcours professionnel, pour tous les professionnels qui sont à leur côté, pour retrouver le chemin du travail, pour tous les proches qui les soutiennent, pour tous les chercheurs qui souhaitent éclairer ce qui rend possible l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. C'est pour ça quoi on a fait le choix aujourd'hui de mettre en lumière, de mettre de la lumière sur ces histoires qui certes ne sont pas représentatives de la totalité du sujet, mais qui sont enseignantes si on prend le temps de les écouter. On a 3 invités, comme je vous le disais, exceptionnels, et je les remercie sincèrement du temps qu'ils nous ont déjà consacré, qu'ils nous consacrent aujourd'hui, et de la parole qu'ils nous offrent. Donc je vais vous les présenter. Il y a Sophie de Coatpont. Vous êtes une jeune femme de 43 ans en cours de déménagement pour de nouvelles aventures professionnelles à Bordeaux, sur la côte atlantique française. Tu vas nous raconter tout ça. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que tu viens de passer 8 ans dans une société dans le secteur de l'hébergement, dans laquelle tu as exercé plusieurs fonctions d'assistante administrative, responsable des partenariats, adjointe de direction, entre autres. Et cette expérience professionnelle, elle est arrivée après plusieurs années, 7 ans, je crois, de difficultés, d'errance, de problèmes de santé mentale importants. Tu vas nous raconter ton parcours et comment aujourd'hui tu mènes ton chemin professionnel avec bonheur, enthousiasme et envie. Il y a également Ralph Buchter. Tu es chef d'entreprise, tu diriges la société Séquence Clé Production. C'est une société de production audiovisuelle. Tu es engagé, concerné par les enjeux de handicap, de santé mentale, et tu vas nous parler de ta vision en tant que responsable d'entreprise et nous dire comment on peut créer les conditions d'une entreprise inclusive, sensible aux questions de santé mentale. Alors, je fais un petit aparté parce qu'on se tutoie tous, non pas parce qu'on est super copains et on se voit tous les week-ends, mais parce que finalement, le temps de préparation et que l'on a passé ensemble à échanger pour préparer et finalement voir tous les enjeux autour de ces questions-là, et on voit qu'on partage des visions et ça fabrique une forme de proximité. Et donc, pour terminer, je vais donner la parole à Raphaël Bouloudnine. Tu es psychiatre à Marseille, dans le sud de la France, et tu es spécialisé en santé publique. Tu travailles pour le dispositif Working First et tu formes des professionnels et des établissements qui souhaitent faire évoluer leur pratique en psychiatrie. Alors, toi, tu as eu la chance de passer 1 an dans le Connecticut, à l'université de Yale, auprès des équipes de Larry Davidson, donc des pairs et pairs du concept de rétablissement. Et je vais tout de suite laisser la parole pour que tu nous parles justement du rétablissement en psychiatrie et de l'importance du travail dans ce processus. C'est à toi. Bonjour à tous. Merci Claire pour cette présentation. Merci au réseau Santé Mentale et Travail de m'avoir invité à partager mon expérience. Tout d'abord, pour commencer cette petite courte présentation, je voulais témoigner un peu d'un état des lieux qui
qui montrent, alors les chiffres, c'est difficile d'avoir un chiffre précis parce qu'ils sont très variables d'une étude à l'autre, mais globalement, on sait que beaucoup de personnes qui vivent avec troubles psychiques ont envie de travailler, la majorité, et que peu travaillent. Alors ça change, hein, on voit les chiffres augmentent, mais peu, il y a un vrai gap entre les deux, et puis aussi très peu ont accès à un accompagnement adapté. Par contre, le constat, et ça aussi on le retrouve dans toute une série de littérature, c'est que oui, c'est possible de travailler avec troubles psychiques, oui, comme tout un chacun, oui, il existe des accompagnements adaptés, notamment ceux qui ont leur établissement comme pierre angulaire de leur accompagnement. Se pose après dans le titre la question de l'épanouissement. Alors là, je vais vous dire oui et non, mais un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que le travail, on sait que c'est bien sûr source d'épanouissement et aussi source de souffrance. Claire a bien décrit tous les mécanismes. Mais parmi les facteurs qui m'ont semblé assez essentiels pour s'épanouir au travail, c'est la question de la satisfaction professionnelle, dans le sens, c'est avoir un travail qui répond à ses intérêts, ses valeurs et ses compétences. Et c'est en ça où les liens avec la question du rétablissement me paraissent assez évidentes. Alors, j'ai structuré la présentation en plusieurs parties. D'abord, je vais vous faire une petite définition. Enfin, qu'est-ce que c'est le rétablissement? D'où ça vient? Comment ça a pris ses racines aux États-Unis? Comment c'est venu un peu inspirer les politiques de santé en Europe puis en France? Voir aussi avec vous comment aujourd'hui, quels sont les principes qui structurent ce type d'accompagnement? Quels sont les outils qui peuvent exister? Et puis, si j'ai le temps, et j'espère avoir le temps, vous parlez d'une toute petite expérimentation qu'on monte avec Cap Emploi sur Marseille qui permet de, sans budget, sans moyens supplémentaires, de changer un peu la posture des accompagnants pour proposer un accompagnement orienté rétablissement. Alors, qu'est-ce que c'est le rétablissement? Tout d'abord, le rétablissement, ça existe depuis toujours. Ça, c'est important de noter que il ne faut pas attendre que se soit réveillé, qu'on ait mis ce mot-là. Depuis que l'homme existe, il se rétablit. Ça, c'est vraiment important. Alors, il se rétablit dans le sens où il arrive à vivre avec avec un élément traumatisant ou un élément qui n'est pas censé être là, en tout cas, qui n'est pas programmé pour. Donc, il faut vraiment distinguer le rétablissement de la guérison. Hein. Ce n'est pas des synonymes. Ça peut en faire partie, mais le rétablissement, ce n'est pas une absence de symptômes. C'est vraiment une façon de vivre une vie qui a du sens pour soi. C'est un processus individuel. Il y a la notion d'acceptation, mais il ne faut pas se limiter à ça. Je pense que la question de rétablissement, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est quelque chose de comment on va vivre, encore une fois, une vie qui a du sens, autour d'envie. Alors même, allez, on va employer le mot rêve, hein, qui est des fois un peu décrié, mais en tout cas, il y a cette notion-là aussi qui est assez présente. Il se trouve que dans notre société, c'est souvent autour du travail que ces questions-là sont structurées, d'où l'importance du travail dans le processus de rétablissement. Donc, il se trouve que dans les années 70, toute une série de personnes qui étaient sorties un peu du système en réponse à une limite du modèle médical traditionnel, et aussi dans des mouvements de désinstitutionnalisation, sont sortis du système et se sont rendus compte que finalement, en sortant, on n'est peut-être pas si mal, voire des fois mieux, si on apprend à s'écouter, à entendre ce qu'on a envie de faire et surtout à être au centre de ce qu'on nous propose. Donc la phrase un peu type, c'est rien sur nous sans nous, respecter nos choix, on veut de la transparence, on veut de la collaboration. Et ce mouvement qui s'inscrit dans le mouvement des droits civiques américains, il s'est construit au fur et à mesure et il a diffusé tout doucement. Alors en Europe, tout d'abord, principalement, j'irais dans le nord de l'Europe parce qu'il venait s'intégrer dans les mouvements de désinstitutionnalisation, tels les mouvements d'antipsychiatrie. Mais il avait, à la différence de l'antipsychiatrie, c'est un mouvement qui venait critiquer clairement la psychiatrie, mais qui venait aussi l'appeler à l'aide, en fait, lui demander de continuer à travailler en collaboration, mais qui leur demandait juste de changer de place, en fait. Hein. C'est une manière de proposer, faire que les soins en santé mentale, ils fassent partie de l'accompagnement et de l'aide, mais que ça ne soit pas forcément la porte d'entrée et quelque chose qui vient à tout moment intervenir pour la personne. Alors en France, ça arrivait encore plus tard. Alors on peut dire que c'est un retard parce que comme d'habitude, on regarde un peu les États-Unis en chien de faïence. Mais je pense que c'est surtout qu'on avait un système de santé qui était plutôt bon. La politique de secteur, elle est venue quand même vraiment répondre en fait à ces enjeux qui n'avaient pas été faits aux États-Unis. Et aussi en France, on a un terreau qui a été assez présent dans les années 80, là, tous les mouvements autour de la réduction des risques, autour de l'épidémie du sida, qui est aussi venu. Donc on ne disait pas vraiment rétablissement, mais on sentait qu'il y avait déjà des principes et des valeurs qui étaient partagés. Et puis ensuite, les lois 2002 et 2005 sur l'handicap, elles sont venues vraiment poser les bases du question de rétablissement. En médecine, il y a eu de plus en plus nécessité de mettre en avant le savoir, alors je dis un mot un peu barbare, expérientiel des personnes, mais en fait, comment ils vivent la maladie. Et c'est arrivé plutôt
en endocrinologie, par exemple, sur le diabète. En fait, toutes les personnes qui vivaient avec les maladies chroniques, on s'est rendu compte que de manière assez logique, elles en connaissaient beaucoup sur la maladie. Et que ce savoir-là encore était un savoir à co-construire et à travailler avec le savoir dit médical. Et puis, dans les années 2010, il y a eu deux gros mouvements qui sont venus, deux grosses expérimentations qui sont venues implanter le rétablissement. D'abord, le 1 chez soi d'abord, qui a une dispositif à grosse échelle autour des questions de sans-abrisme de santé mentale. Et puis, surtout, l'arrivée de la pérédance, qui est donc des personnes qui ont eu à un moment donné un parcours, qui utilisent ce parcours-là, qui le professionnalisent et l'utilisent au sein des équipes. Et ça, on voit en fait que c'est... en écoutant les pères aidants, on se rend compte aussi que le fait d'être père aidant, de travailler dans des équipes, ça continue à participer à leur processus de rétablissement. Donc, on voit vraiment comme la question du travail, elle est venue centrale. Donc là, aujourd'hui, c'est largement diffusé. Ça fait partie des politiques de santé dans à peu près tous les pays européens, dont la France. Et il n'y a plus de débat sur le rétablissement par rétablissement. Par contre, les débats, c'est comment on l'implante et puis comment on dénature pas trop le modèle. Donc les personnes qui ont qu'on voit que c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un mouvement qui vient des personnes concernées. Elle a défini 5 principes qui sont un peu les principes structurants de toutes les actions qu'on doit mener quand on souhaite faire du rétablissement et qui peut se retrouver sous le nom de ESPER. ESPER pour espoir, soutien, plaidoyer, empowerment et responsabilisation. Donc espoir, c'est tout simplement donner juste l'espoir qu'une vie meilleure est possible. Donc, c'est travailler avec cette notion-là et être persuadé. Et encore une fois, tous les chiffres montrent que même en vivant avec une maladie mentale sévère, l'espoir peut exister. Le soutien, donc réveiller un réseau de soutien entre personnes, mais aussi entre pairs. La question du plaidoyer, c'est-à-dire être en mesure de dire ce qu'on a envie de faire, mais aussi de répondre à des droits. Et on voit bien que la question du travail, elle est assez centrale. La question du pouvoir d'agir, l'empowerment, sur comment la personne peut acquérir des compétences et être au clair sur les enjeux dans lesquels elle va, en fonction des actions qu'elle va mettre en place. Et enfin, la responsabilisation. Je vais un peu vite, je suis désolé, mais c'est le temps. Mais donc tout ça, vous voyez, donc des personnes créent un mouvement, ce mouvement crée développe des principes et ensuite se met en place des outils, donc des outils d'accompagnement que je ne vais pas décrire, et puis des outils d'organisation. Et dans le cadre du travail, j'en ai repéré quelques-uns, mais les plus connus, c'est le Clubhouse, c'est la méthode IPS, Working First, qu'utilise notamment, qui est prônée dans l'emploi accompagné. Il y a aussi des dispositifs comme la maison perchée. Enfin, il y a toute une série de dispositifs qui se sont structurés autour de questions du rétablissement. Pour terminer, je voulais juste vous dire une petite expérience qu'on a menée encore une fois avec Cap Emploi à Marseille, qui ne coûte pas plus d'argent et qui repose énormément la question de l'expertise et du modèle un peu partenarialiste qu'on a dans le médical, mais dans le social également. On m'a interpellé pour faire ce qu'on appelle des PAC, des prestations d'analyse des compétences. Et l'idée, c'est que globalement, quand quelqu'un est suivi par Cap Emploi, quand il y a un problème de santé, il va avoir un expert qui lui dit oui ou non, est-ce que tu es capable de travailler. Donc, c'est quelque chose qui marche plus ou moins, par exemple, quand on a des problèmes de locomoteur, mais on voit très bien que les limites quand on arrive dans l'ordre de la sphère psychique. Et tout le travail qu'on a mené avec Emploi, c'est faire comment de cette commande très descendante, on arrive à créer un outil d'auto-évaluation où ce n'est pas nous qui expliquons à la personne ce qu'elle peut faire ou pas, mais c'est en échangeant avec elle qu'elle puisse elle-même évaluer ou pas ce qu'elle peut faire et comment elle peut le faire. Donc, en général, c'est relativement simple. Le plus difficile, ça va être de casser les représentations et c'est juste de demander à la personne, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Parce que souvent, les personnes, elles s'auto-stigmatisent, elles arrivent, elles viennent nous voir avec des métiers qui ne leur correspondent pas du tout, qui sont des métiers parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'il faut faire, mais on essaie de dire, attends, on va apprendre on a cet espace-là, on va apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu aimerais faire idéalement. Une fois qu'on a ça, on essaye de voir avec la personne, mais ok, c'est son centre d'intérêt, c'est ça qui te fait vibrer, parce que travailler, ça va demander beaucoup d'énergie, autant le faire pour quelque chose qui te tient à cœur. Donc, le deuxième point, on va dire, finalement, quelles sont tes forces ? Alors, on aime bien parler de vents favorables, on a pas mal on est de Marseille autour de la voile. Quels sont tes vents favorables ? Sur quoi tu vas t'appuyer ? Et ça, c'est aussi important de bien partir de là, parce que ça, encore une fois, dans le modèle plus traditionnel, on part forcément du déficit. Ensuite, bien évidemment, on se dit, ok, tout ça, il y a forcément des freins, des limites qui peuvent arriver. Donc, à partir de là, quels sont-ils ? Et ensuite, de tout ça, on essaye de faire un petit plan d'action qui est très, très simple. Quelles sont les actions à faire un jour, à 6 jours, à un mois, à 15 mois, mais qui respectent et qui va dans la direction que tu veux aller. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est très vite, c'est une mise en mouvement. Parce que voilà, le rétablissement, c'est avant tout une histoire d'expérience et de mise en mouvement. Donc, pour conclure,
où je voudrais vraiment insister sur le fait, et j'ai vraiment vécu des expériences, j'en aurais des centaines à vous raconter, que oui, c'est possible de travailler, oui, c'est possible de s'épanouir, mais sur certaines conditions. Et là, j'en relève deux pour faire le lien avec mes intervenants. C'est d'abord que l'expérience de la personne, elle soit vraiment au centre de la construction des dispositifs, des évaluations et de l'accompagnement. Donc là, Sophie va nous parler de son expérience. Et puis l'autre point qui me semble assez essentiel, et je suis ravi que Ralph soit parmi nous, c'est que les employés ont un rôle clé. Voilà, toute la déstigmatisation qu'on va avoir envers la maladie mentale, mais aussi envers le monde de l'employeur, c'est quelque chose qui est essentiel pour permettre de créer un terreau favorable à l'épanouissement des personnes et aussi des professionnels, parce que les professionnels s'épanouissent beaucoup plus quand ils travaillent dans ce type de structure. J'espère avoir respecté le temps. Merci encore pour votre attention. Merci Raphaël, c'est parfait. Je vous avais dit qu'ils étaient exceptionnels, ces invités. Ils respectent les consignes de prise de parole qu'on leur donne. Et effectivement, un jour, on fera un webinaire sur le rétablissement des professionnels aussi. Ce sera drôlement intéressant. Sophie, c'est à toi. On t'écoute sur le témoignage de ton parcours. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Sophie de Quatepont et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et vous dire comment aujourd'hui je mène une vie professionnelle épanouie après des années qui n'ont pas toujours été faciles. D'abord, je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai vécu une enfance en apparence normale, sans problème particulier. Mais à l'âge de 16 ans, lors d'un échange scolaire à l'étranger, soudainement, j'ai eu une crise de panique. Angoisse très forte, maux de ventre insoutenables. En rentrant en France, cette angoisse ne m'a pas quittée. Elle est devenue ma compagne journalière. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, moi qui étais si sûre de moi. C'est pour cela que j'ai consulté un psychologue pour la première fois. J'ai réussi à avoir mon bac malgré tout et une maîtrise de droit. En effet, l'université me permettait d'avancer dans les études sans forcément assister aux cours. J'ai ensuite voulu passer une année sabbatique en vivant avec des jeunes du monde entier en communauté. C'était un de mes rêves. Et j'en suis partie en dépression au bout de 3 mois. J'ai ensuite trouvé un stage en entreprise, mais qui a été un échec. Alors je suis retournée sur les bancs de la fac et j'ai décidé de passer le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature en toute simplicité, sans grande conviction, parce que j'étais en fait incapable de me projeter dans l'avenir, mais attirée par le défi intellectuel et les épreuves du concours. J'ai commencé mon année de prépa en dépression et peu avant les épreuves écrites du concours, j'ai décompensé. Ma pensée s'est accélérée, je parlais vite et trop, j'avais des sentiments de mégalomanie, des délires mystiques. Première phase maniaque. Et contre toute attente, j'ai été admise à passer les oraux. Évidemment, j'ai été recalée. J'ai commencé à voir un psychiatre et pris un traitement régulateur de l'humeur. Un diagnostic a été posé, trouble bipolaire, j'avais alors 24 ans. J'ai poursuivi mes études dans la communication. Une fois diplômée, j'ai été prise en stage à l'Assemblée nationale auprès d'un député, puis je suis devenue assistante parlementaire. Mais hantée par le syndrome de l'imposteur, j'ai quitté mon poste 8 mois après et repris des études de philosophie. En deuxième année de philosophie, je refais une grosse phase maniaque. J'ai vécu à peu près les mêmes symptômes que la première fois, sauf que là, j'ai aussi harcelé un homme qui a porté plainte contre moi. La police est venue me chercher pour me faire hospitaliser. Et je suis restée 11 mois. J'ai été gavée de médicaments et en quittant peu à peu les délires, je suis tombée en dépression sévère, avec des pulsions suicidaires quotidiennes. En sortant de l'hôpital, j'avais 4 psys, un rendez-vous infirmier par semaine pour faire mon pilulier. J'étais d'abord au RSA, puis plus tard reconnue handicapée à 80% avec l'AAH sous curatelle. J'avais perdu en partie mon autonomie et je pensais que ma vie était foutue. Qui aurait parié sur mon rétablissement à cette époque? Qui pouvait penser que je pourrais retravailler un jour? Mais dans ce malheur, j'ai su m'entourer et faire de bonnes rencontres. À l'hôpital déjà, un aumônier catholique m'a énormément soutenue et il est devenu un de mes amis. Il m'accompagne toujours depuis 12 ans. J'ai suivi une gestalt thérapie. J'ai fréquenté l'hôpital de jour. Des amis fidèles sont restés et m'ont soutenue. Mes parents m'ont offert un studio à Paris afin d'éviter d'habiter en foyer sur les conseils de mon médecin.
Puis on m'a parlé d'une association de réinsertion sociale et professionnelle avec des pratiques orientées rétablissement, le Clubhouse Paris, que j'ai beaucoup fréquenté. Alors, ma reprise du travail a été très progressive. J'ai d'abord fait du bénévolat, des missions courtes, par exemple de mise sous pli. J'ai fait un stage de 6 mois, 2 jours par semaine. J'ai fait une petite formation. J'ai aussi fait partie d'une petite entreprise comme bénévole avec un copain qui était à la fac de philosophie pour faire de l'aide à l'orientation pour les étudiants. Mais c'est par mon réseau, par un ami, que j'ai retrouvé un travail salarié. Cet ami connaissait mon parcours et avait hâte de me voir en activité. En effet, je n'avais pas travaillé depuis 7 ans. Il m'a fait rencontrer un chef d'entreprise qui avait une petite PME avec 4 salariés. J'ai passé un entretien durant lequel j'ai raconté mon parcours professionnel, mais aussi mes difficultés. En fait, je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce que j'ai raconté pourquoi j'avais un trou dans mon CV. Et en fait, j'ai toujours eu besoin de dire la vérité, car il me semblait que cacher quelque chose qui me met mal à l'aise, ça allait aggraver mon syndrome de l'imposteur. En tout cas, le directeur a entendu. Il m'a proposé de m'embaucher parce qu'il m'a dit plus tard avoir vu un potentiel. Au début, j'étais très stressée et angoissée. J'ai mis 6 mois à m'habituer. Moi, j'étais assez habituée aux études, j'ai des facilités pour la théorie, mais pour être dans le concret du travail, dans la performance, ce n'était pas facile pour moi. En plus, avant, j'avais eu des expériences passées comme des stages qui ne s'étaient pas très bien passés. Donc, c'était dur pour moi de passer de la théorie à l'action. Ce qui m'a aidé, c'est un aménagement du temps de travail. J'ai demandé un 4/5e après quelques semaines très difficiles à temps plein. Finalement, j'ai passé 8 ans dans cette entreprise à différents postes, comme l'avait dit Claire, assistante administrative, responsable des partenariats et puis adjointe de direction. J'ai pas eu de grosses rechutes en 8 ans, sauf pendant le premier confinement, où j'ai été en arrêt maladie, car j'étais seule dans mon studio, il y avait des enjeux professionnels importants, et le fait d'être isolée et de ne pas voir mes collègues, c'était difficile pour moi à gérer. J'ai toujours beaucoup communiqué avec mon directeur, qui a toujours été plus ou moins mon N+1. Il a toujours été à l'écoute. Il a su parfois me dire de tout raccrocher et de partir en vacances. Il m'a bien cernée et il a toujours cherché à me donner des missions en cohérence avec mes centres d'intérêt et mes compétences. J'aimais bien cette structure faire des choses différentes, la polyvalence des missions. Ce qui a été très important, c'était l'ambiance dans l'entreprise, très familiale, une atmosphère de solidarité et un bon état d'esprit. Et puis à chaque fois, j'ai eu des anges gardiens dans la boîte. C'était des gens, des collègues qui étaient attentifs à mon bien-être. Et quand ils voyaient que j'avais un petit coup de mou, ils me soutenaient. J'ai l'exemple, par exemple, d'Abdel, c'est lui qui m'avait déjà trouvé ce travail, qui m'emmenait sur le terrain avec lui de temps en temps. Et puis aussi, je les avais sensibilisés à la santé mentale. Je leur avais montré le film de témoignage que j'avais fait, le slam de l'espoir que j'ai composé et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je travaillais souvent en binôme avec une commerciale avec qui je m'entendais très bien. La RH était très attentive envers moi et le directeur avec qui j'échangeais tous les jours. Il a fallu que j'apprenne plusieurs métiers, c'était difficile, mais on m'a fait confiance, on m'a laissé beaucoup d'autonomie. Au final, j'étais presque la plus ancienne de la boîte. J'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes bienveillantes. J'ai pu, à travers mes différents postes, continuer à me rétablir et apprendre à m'adapter aux contraintes du monde du travail. Le travail est vraiment un défi et un levier de rétablissement. Au bout de 8 ans, à la surprise générale, j'ai décidé de partir. En fait, ça faisait longtemps que je disais que j'allais partir, mais je n'arrivais pas à partir, donc je ne partais pas en fait. J'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis partie dans de bonnes conditions. J'ai fait un pot avec des fournisseurs, d'anciens collègues. J'ai dit au revoir, j'ai eu plein de cadeaux. C'était un bon moment. J'ai voulu bien faire les choses et en retour, j'ai reçu beaucoup de reconnaissance. On est resté en lien. Je les ai vus pas plus tard que ce matin. Je suis partie car j'avais besoin d'un renouveau professionnel et j'étais pas totalement en phase avec la vision et les projets de développement que la direction pouvait avoir. J'ai postulé sur d'autres boulots, mais en parallèle, j'étais dans des réseaux de pairs aidance et je voulais continuer à témoigner et sensibiliser sur la santé mentale et surtout, j'avais envie d'aider d'autres à croire au rétablissement et à s'engager sur ce chemin d'espoir. En juin dernier, j'ai vu une annonce sur LinkedIn de pairs aidance dans un SAMSA, une association du médico-social à Bordeaux en alternance avec une formation. Au début, il
Ils avaient peur de me recevoir parce que je venais de loin, j'étais pas de Bordeaux. Mais finalement, ça a été une belle rencontre. Et moi, je me suis paramétrée, en fait, en me disant, bah oui, en fait, je peux me projeter. À la fois, c'est un défi de déménager, mais en même temps, c'était un choix raisonnable car j'ai des appuis à Bordeaux, de la famille et des amis. Et puis, je me laissais la possibilité de refuser même si j'étais prise. Il fallait que j'aie aussi un coup de cœur. Et puis, j'avais le choix du roi car d'autres employeurs m'avaient rappelé et j'étais prise aussi dans un Master 2 à Paris en alternance. Avec le recul, c'est cette décision de rupture conventionnelle qui m'a ouvert les portes, qui m'a donné confiance. Alors, je démarre début octobre un poste de père aidant à Bordeaux, dans l'association Espoir 33, 3 jours par semaine. Je vais accompagner des patients de plus de 20 ans, assez autonomes, qui sont en situation de handicap psychique. En parallèle, je serai en formation à l'Université de Bordeaux pendant 1 semaine par mois dans une licence professionnelle de médiateur de santé père. C'est le métier dont a parlé Raphaël tout à l'heure. En parallèle, oui, non, ça j'ai déjà dit, et j'ai le projet de faire peut-être, dans un deuxième temps, de la formation et de la sensibilisation sur la santé mentale en entreprise ou la formation des premiers secours en santé mentale. Je suis donc en pleine transition professionnelle choisie. J'ai conscience que c'est un luxe de pouvoir rechoisir une autre direction professionnelle et je pense que dans mon cas, c'est aussi un marqueur du rétablissement. J'ai déménagé il y a quelques semaines et j'avoue que le charme de la province fait déjà son petit effet, même si je dois aussi prendre mes marques. J'aspire à une qualité de vie que j'espère trouver à Bordeaux pour continuer à m'épanouir, dans le travail certes, mais aussi dans ma vie privée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup à toi, Sophie, d'avoir si bien illustré les 5 principes énoncés par Raphaël, que sont l'espoir que tu donnes et que tu incarnes, le soutien qui a été présent tout au long de ton parcours, le plaidoyer et la manière dont tu portes ton histoire, l'empowerment et la responsabilisation. C'est très illustrant et inspirant. Ce qu'on comprend aussi, c'est que tout ça, c'est possible que si à un moment, il y a une rencontre entre un homme, une femme, une personne et un environnement professionnel, des collègues, des conditions de travail, un espace où il y a du souffle, où il y a de la respiration, où il y a de la compréhension. Et comme le disait Raphaël, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. En tout cas, on crée les conditions pour que le travail soit associé au rétablissement. Et donc, je vais donner la parole à Ralph qui va nous parler de son expérience en tant que dirigeant d'entreprise et voilà, illustrer peut-être par quelle voie d'entrée, par quelle porte on peut tenir compte de ces enjeux-là, à la fois en termes de vision et à la fois dans le quotidien très concret de la vie au travail, du management et de l'organisation d'une entreprise. On t'écoute, Ralph. Ton micro est coupé. Voilà. Merci Claire, ça marche. Merci Claire, merci Raphaël, merci Sophie. Merci à tout le monde d'être là pour cette organisation. Donc, ça sera une intervention que je vais essayer de faire du mieux possible avec peut-être, je m'excuse auprès de Claire par avance, un twist de présentation parce que j'ai été très ému par ton partage, Sophie, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai peut-être mes émotions qui se dérèglent actuellement, et donc là, mes mains ne sait plus qu'elles sont moites. Il vaut mieux que j'ai personne à qui serrer la main là tout de suite. J'ai un peu de palpitation et c'est très compliqué, et parce que moi, je reste un dirigeant d'entreprise qui a aussi vécu une descente à un moment donné dans sa vie, et qui m'a même fait vivre pendant 5 années sans domicile fixe, lié à ma chute émotionnelle, donc en n'étant pas diagnostiqué, effectivement, et en ayant eu la chance de pouvoir rebondir par rapport à un contexte
socio-économique familiale qui fait que j'ai pu redémarrer. Mais donc là, émotionnellement, c'est assez intense. Et donc, je vais essayer de faire ça au mieux et, pour tout le monde. Et donc, mais c'était magnifique le partage. Merci beaucoup. Et donc nous, Séquence Clé, on est une société de production audiovisuelle. Donc, qui produit du film en images réelles, donc comme on se voit là tous actuellement, ou en film d'animation, et qui a comme mission ou singularité d'être composé majoritairement de professionnels qui vivent leur vie avec un handicap ou une maladie, qu'il soit physique, psychique ou parfois les deux pour la même personne. Et donc, voilà, donc c'est une entreprise dite du secteur adapté. Donc, on est une SAS, on n'est pas une association, on n'est pas une ONG, on est par contre une entreprise à but lucratif, dite en jargon de l'économie sociale et solidaire. L'équipe est composée, elle, donc en permanent de aujourd'hui 17 personnes. Et sur les 17 personnes, seules hors moi, donc sur les 17 salariés en CDI, hors alternants ou stagiaires ou dirigeants, seules 3 personnes ne sont pas concernées par le handicap, du moins déclaré comme tel. Et on travaille aussi après avec des intermittentes et des intermittents du spectacle. Et un tiers de notre équipe est composé, dans notre équipe de 17 personnes, on a 5, un plus d'un tiers. Il y a 5 personnes qui vivent leur vie avec une maladie ou un handicap psychique qui sauf miracle, ils vont l'emmener pour l'instant encore très loin. Donc voilà, ça c'est, je pense que j'ai à peu près exprimé le sujet. Et donc notre job étant de faire réfléchir notre profession de la production audiovisuelle sur le fait de constituer des équipes ou d'intégrer dans leurs équipes des professionnels en situation de handicap, notamment sur les maladies psy, qui sont en fait un des sujets qui fait le plus peur aux gens. Et d'ailleurs, on commence à peine à mettre en place des sujets de formation à la santé mentale dans les boîtes. Voilà, je trouve que comme là, je suis un peu déverrouillé en termes de mes émotions, je vais me retenir. Donc, je dois me régler pour éviter de partager des messages un peu trop trash sur ce que je pense sincèrement de la manière dont sont traitées ces questions à l'intérieur des entreprises. Mais donc, on a réussi à faire monter en compétence des gens ou à intégrer des gens sur les différents métiers. Donc, on a je parle vraiment du sujet psy. En fait, on a même des membres de notre équipe qui sont en pure relation clientèle, développement, réflexion, génération des projets, conception de l'écriture et des scénarios, partage avec eux. Donc, ils sont complètement en front client. Donc, effectivement, quand tout se passe bien, quand c'est des moments où suivant la maladie de la personne, quand c'est des moments où ça fonctionne bien, là ça fonctionne bien. Et quand on rentre dans des moments, puisque quand on rentre dans un moment où la maladie s'exprime, ça peut parfois créer des imprévus. Et donc voilà, c'est un peu. Oui, on a aussi des membres de l'équipe qui vont travailler sur des métiers de prod très techniques de profession. Et en fait, je sais, quand Claire m'avait demandé, et ça redescend un petit peu, mais quand Claire m'avait demandé d'en parler, c'est toujours un peu confus pour moi, parce que même s'il y a plein de choses que je trouve remarquables dans l'accompagnement, et c'est super, mais j'ai une partie de moi qui pense aussi
que tout est réfléchi pour se dire qu'il faut mettre en place des fameuses bonnes pratiques, tout ce qu'on veut, mais c'est simplement parce qu'il y a une problématique de fond de société de simplement accueillir l'autre tel qu'il est. Et qu'en fait, il n'y a qu'un seul sujet qui est celui-ci. C'est d'accueillir l'autre comme il est, effectivement, alors après, le domaine, déjà de toute façon, le domaine du cerveau humain est tellement complètement dément désolé pour le mot, mais c'est un sujet que il y a un psychiatre ici qui est quand même très 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 vaste. Si on en connaissait les tenants et les aboutissants, je pense pas qu'on en est à ce stade. Et après, quand on met une maladie psychique, en fonction de la maladie psychique, en plus les maladies psychiques ont tous des noms parce qu'il faut mettre les gens dans des cases, mais chacun vit sa maladie psychique à sa manière, avec la personnalité, avec la femme ou l'homme qu'on est, notre histoire, notre expérience, nos moments de vie. Et donc parfois, je trouve moi aussi qu'on va se retrouver dans des circuits extrêmement fermants où on va essayer de codifier, classifier les gens et qu'en fait, c'est sûr, déjà qu'on a du mal à supporter la contradiction, l'avis contraire d'autrui, un fonctionnement un peu différent. Quand quelqu'un arrive et a des fonctionnements que j'estime ou que des gens vont estimer ne pas être dans la norme, d'un coup, il y a un truc qui va boucher. Dans une culture, en plus, désolé de dire comme ça, mais un des sujets où en fait tout est culture de la performance. Pourquoi, notamment dans le milieu du travail, il y a du mal, ou suivant les structures? Parce qu'en fait, il y a une culture de la performance qui dévore tout, et on voit aujourd'hui, de toute façon, en espérant qu'il va y avoir des mouvements, mais on continue d'évaluer la richesse des pays avec un produit intérieur brut, un PIB calculé sur le fric généré qu'on va diviser par le nombre d'habitants pour dire comment ça va, où on se rend bien compte que même avec les écarts de salaire aujourd'hui, ou les écarts de revenus des gens qui se sont accrus, ce sujet ne veut plus rien dire. Et en fait, un des sujets, donc c'est magnifique d'être là, c'est magnifique ce que Sophie elle a dit, c'est magnifique Raphaël ce que vous avez dit, Claire les engagements, après on a deux gens super qui vont être là, mais en fait pour moi il y a aussi un sujet de fond qui est aujourd'hui la personne humaine, et donc la différenciation de l'autre, n'est pas au cœur de notre système de société. Et moi, je dis ça en plus en tant que chef d'entreprise qui doit faire marcher ma boîte à la fin. Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Et le pire, c'est qu'on a des systèmes en fonction de très grosses boîtes. Donc, effectivement, Sophie était dans une petite structure, mais notamment à l'intérieur de très grosses boîtes. Il y a des gens parfois qui aimeraient bien faire des choses, mais on va mettre ces responsabilités sur les managers, etc. et tout. Et eux, je m'adresse à Raphaël en essayant de ne pas dire une bêtise, mais eux, on leur donne des injonctions contradictoires. On leur dit, vas-y, accueille la différence, machin, truc, trouve ceci et tout. Mais à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois, on lui dit, c'est quoi ton compte de résultat, où t'en es au niveau de tes chiffres, et en gros, c'est la méga perf qui compte. Et voilà, bref, je vais pas, mais je trouve que ce sujet, j'aimerais donner des tips, j'aimerais donner des bonnes pratiques. Et le truc qui est pour moi, c'est simplement être en capacité d'être en ouverture de l'autre, et que en fait finalement et de savoir donner du temps aux choses dans la vie, et du temps au temps, parce qu'on n'a pas tous le même sujet par rapport au temps, et parfois certains ou certaines d'entre nous, on n'a pas les mêmes choses qui sont là, et d'arrêter de tout vouloir cloner et que tous les gens se ressemblent, quoi, en fait. Je sais pas comment dire ça mieux, mais voilà. Et si je puis me permettre, Ralph, quand on a échangé, ce qui m'avait frappé, effectivement, et c'est pour ça que je parlais de souffle et d'espace, c'est que, effectivement, il n'y a pas, quand tu racontes le quotidien de ton travail, c'est pas des grandes techniques d'aménagement de poste ou des dispositifs très compliqués, c'est un peu de temps, un peu d'ouverture d'esprit, un peu d'espace, un peu d'attention les uns aux autres. Et comme tu dis, bon, voilà, malheureusement, on est dans des temps où le temps, c'est un combat. Mais du coup, voilà, peut-être qu'il faut que l'énergie, elle passe là-dessus aussi, et de se dire comment on fait pour créer ces espaces-là et travailler là-dedans
plutôt que de se dire qu'il faut qu'on soit tous des spécialistes de la santé mentale au travail, des troubles psychiques et des aménagements un peu techniques qu'il faudrait inventer sur ces thématiques-là. Et donc, on est finalement sur des questions de lien, de rapport à l'autre, très humain et de bon sens aussi, et pas forcément des sujets d'expertise. C'était un peu aussi ça l'enjeu. Merci beaucoup à vous trois. Il est temps de donner la parole aux participants et donc de pouvoir répondre aux questions qui ont été inscrites dans le chat. Donc nous, on ne les a pas vues, vos questions, mais on nous les apporte sur un plateau. Donc je lis la première question qui est vraisemblablement destinée à Raphaël. Comment apporter un changement de regard sur des institutions et des administrations qui ne regardent que le court terme, alors que les expériences orientées rétablissement montrent des coûts moindres, mais uniquement sur le long terme. Donc, on y revient à cette question du temps. Merci à Lucas pour votre question. Raphaël. Ok, ben merci. Ouais, merci pour la question. Alors, je ne sais pas trop par quel côté la prendre. Effectivement, il y a un vrai débat sur le temps. Alors, Ralph, il a pu l'évoquer sur le temps aussi individuel de rétablissement. Sur les institutions, il y a aussi du temps. Ce que disent les recommandations, c'est que c'est vrai que quand on décide de changer, il faut qu'il y ait une période qu'on appelle une période de tuilage où tous les dispositifs cohabitent. Et à un moment donné, quand l'autre a pris le dessus, donc ça a pris le dessus, le dispositif en question prend le pas. Sauf que c'est très très peu mis en avant et c'est extrêmement difficile à faire, surtout dans un contexte actuel. Moi, je partage un peu la vision de Ralph tout à l'heure, c'est que je pense que c'est des petites choses en fait. Il faut commencer par des petites choses. Après, bien évidemment, il y a des changements systémiques beaucoup plus globaux. Mais bon, est-ce que nous, on en a les clés est-ce qu'ils nous appartiennent? Moi, je serais plutôt partisan des petits changements, là, un peu comme on a pu faire sur Cap Emploi. C'est rien de révolutionnaire, mais comme ça, il y a des choses qui s'instillent et puis au fur et à mesure, ça fait un peu tache d'huile. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des grosses, peut-être au niveau de l'État, des expérimentations un peu plus larges qui peuvent être diffusées. Et là, à mon sens, il y a quand même une nécessité d'évaluation assez importante de ce qu'on met en place, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, donc je pense que je fais une réponse assez floue parce que je n'ai pas de réponse claire. Mais voilà, pour résumer, je pense qu'il y a nécessité de faire des petits gestes, de penser aussi des changements plus systémiques, et puis de s'appuyer encore une fois sur la parole des personnes concernées, parce que c'est quand même elles qui savent au mieux, et en collaborant avec d'autres professionnels, qui savent au mieux comment orienter les choses, quoi. Merci Raphaël. Je voulais juste donner moi une petite touche d'espoir parce que je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois quand même d'essayer d'aller prendre, parce qu'effectivement on est pris dans des systèmes très contraignants et pour lesquels on pourrait penser que c'est un peu à l'opposé du rétablissement comme tu l'as montré Raphaël. Moi je me dis que quand on voit, en tout cas pour la France, et dans d'autres pays, ça a été peut-être un peu plus facile à implanter, mais quand on voit qu'on a pu faire des dispositifs comme le logement d'abord, quand on a pu faire des dispositifs comme l'emploi accompagné, où on est sorti de logique, où on accompagnait les gens pendant tant de semaines, tant de mois, et puis ça s'arrêtait. Quand on voit ce qui a été possible dans les clubhouses où on a dit, on n'est plus là pour une période donnée, mais les gens peuvent venir quand ils le souhaitent, 2 jours dans leur vie ou toute leur vie à la fréquence qu'ils auront déterminée eux. Et comme tu dis, Raphaël, quand on redonne la possibilité aux personnes de donner leur timing et de donner leur temporalité, voilà, c'est quand même des choses, en tout cas pour la France, qui ont été possibles et qui aujourd'hui démontrent quand même leur efficacité. Donc, on peut aussi s'accrocher à ça. Ce sont des combats pour que ce soit possible, mais ça existe. Et si on les évalue et qu'on est capable d'objectiver finalement le rétablissement des personnes, ça devrait pouvoir se déployer. On prend une autre question. Ralph, avez-vous fait des réunions pour déstigmatiser la maladie psychique? Question de Chantal.
Alors, super bonne question, Chantal. En fait, c'est hyper intéressant. Je vais en interne, je n'ai pas fait de réunion parce que on fonctionne sans tuteur, sans accompagnement. Peut-être qu'on a des gens chez nous qui ont besoin d'accompagnement avec des psys, etc. Mais c'est leur histoire personnelle et on a juste une gestion libre des temps et des horaires pour que chacun adapte son emploi du temps sans devoir être contraint par des questions d'horaire pour ceux qui ont des sujets de soins. Donc c'est une organisation un peu spécifique, mais c'est pas mal. Mais on n'a pas organisé chez nous en interne de réunions spécifiques. Il y a vraiment, c'est le travail collectif entre les gens qui se fait qui s'est fait naturellement. Ce qu'on fait parfois, moi ce que j'organise parfois, c'est juste je fais déplacer nos clientes et nos clients ou partenaires chez nous, puisqu'il y a tellement de stéréotypes de toute façon sur le handicap en général, et généralement, quand ils repartent, en plus, il n'y a qu'une seule personne qui a un handicap visible chez nous. Ils repartent et ils se disent, mais en fait, c'était une boîte de prod comme les autres. Donc, je dis, bah oui. Ou alors, j'ai des questions un peu ratées comme, qui étaient les personnes handicapées? Mais donc, en fait, il y a. Et comme on a des personnes qui sont en front, notamment dans les gens qui ont des maladies psychiques chez nous, donc une personne en création. Donc, effectivement, on va chez des clients faire des réunions créatives. Et puis, ben voilà, parfois, tout roule. Et puis, parfois, quand il y a des moments surprenants, ben, ça crée la surprise. Alors, effectivement, moi, ça m'a appris à prendre un détachement avec ça parce que je le raconte. Et après, pour le coup, moi, j'ai eu certains cas où, en fait, j'ai une personne chez nous qui, sa maladie psychique fait qu'elle part très haut dans sa tête et elle peut balancer quelques missiles inattendus qui peuvent tout à fait décontenancer les gens en face. Donc, j'ai toute une partie de moi dans ces moments-là qui se marre intérieurement quand il y a des séquences comme ça, parce que de la perturbation des visages. Et je trouve que voilà. Et après, j'ai une autre partie de moi qui est plus, parce que une ou deux fois, effectivement, on est reparti de l'échange. Et quand des moments comme ça sont arrivés, l'espace de tolérance, d'ouverture des gens en face fait que potentiellement ils vous rappellent jamais. Mais c'est une sorte parce qu'en fait, ce qui me fait rire, je finirai là-dessus, c'est ce qui est terrible en fait, c'est que en fait, il y a des tas de cas où plein de gens vont faire des trucs avec des briefs pour des boîtes et machin, et les gens les rappellent jamais. Mais et c'est comme ça, c'est les choses de la vie. Mais d'un coup, si dans son équipe, il y a quelqu'un, ou alors il y a des gens qui disent des maladresses. Il y a plein de gens qui disent des maladresses dans des rendez-vous, dans le rapport à l'autre. Ça nous est tous arrivé parfois de dire quelque chose à quelqu'un et de se dire oh, putain, c'était pas ce que je voulais dire et tout, chier et tout. Et en fait, d'un coup, quand il y a quelqu'un qu'on connaît marqué par sa maladie ou son handicap psychique et qui, à ce moment-là, du fait de la maladie, il se passe un truc que peut-être, ça se trouve, n'est pas forcément totalement corrélé à la maladie, mais on va vouloir enfermer la personne et corréler à la maladie, et on va se dire, ah ouais, quand même, c'est chaud d'avoir quelqu'un avec un handicap psychique pour faire des briefs et des rendez-vous clients. Alors que, très honnêtement, je pense que ça n'a rien à voir, et je reviens au même sujet que tout à l'heure. Je mets de côté peut-être des choses qui pourraient être très agressives, ultra violentes et tout, où on peut Ok, on ne veut pas forcément, c'est normal, vivre dans un climat ultra agressif ou violent, mais ça, c'est epsilon. En fait, c'est le même contexte de la différence de l'autre. Quand elle me surprend trop, c'est là le sujet, je n'ai pas envie de m'y ouvrir. Et je terminerai avec un truc que j'avais dit à Claire. Moi, de mon éducation, de mon parcours, de plein de choses que je suis, c'est là aussi que c'est une décision. Parfois, c'est une décision que je prends tous les matins, mon ouverture d'esprit.
C'est même pas parfois, souvent. Parce que parfois, je suis en forme, tout va bien, j'ai décidé que le monde m'appartenait, et donc ça va, je suis ouvert à tout, j'accueille toutes les choses et tout. Et il y a des jours où je me réveille et où je flippe, je suis stressé, je me dis que oh là 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 là, on a perdu 3 clients d'affilée, c'est pas possible et tout. Et où en fait, potentiellement, je me dis, là, je vais pas être prêt à supporter la différence d'autrui et ça va pas, là, je veux que tout le monde fasse comme moi je veux. Et ben, sauf qu'en fait, c'est là que je trouve qu'il y a un choix. On a beau dire qu'on ne choisit pas, mais chaque jour, je fais ce choix de me dire, bah ça, bah, voilà, il y a plein de jours où c'est un choix et ce sont les jours majoritaires. Et on peut choisir d'avoir une société comme ça. Et quand on a une société qui écrase les gens, pour moi, c'est un choix. Merci Ralph, parce qu'effectivement, ça parle de la responsabilité de chacun à son niveau et des espaces de liberté aussi qu'on se fabrique et qu'on décide pour soi. On va prendre une dernière question. Sophie, as-tu fait valoir ta RQTH sur ton CV lorsque tu as cherché du travail? Alors, la RQTH, je rappelle, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Effectivement, moi, je l'ai obtenue après l'hôpital, quelques temps après. Et j'ai toujours fait le choix, moi, de parler de mon handicap psychique et de l'écrire sur mon CV. À chaque fois que j'ai postulé pour deux autres boulots, ça m'est arrivé assez souvent de postuler. Je pense que, enfin, dans mon cas en tout cas, ça a été plutôt à mon avantage et plutôt une force de parler de mon parcours en toute transparence. Comme je le disais dans mon témoignage, en fait, ça faisait baisser mon angoisse, mon stress de cacher quelque chose. Et puis en même temps, la RQTH, c'est aussi un avantage pour l'organisation qui vous recrute. Donc, moi, je pense qu'on a tout intérêt à le marquer sur son CV. Et moi, en tout cas, j'ai fait le choix de toujours parler à la fois à mes managers, à mes collègues, à mes recruteurs de mes problèmes de santé psychique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci Sophie. Effectivement, on n'a pas précisé. En France, il y a un système de reconnaissance administrative du handicap par les maisons du handicap, de sa situation de handicap, qui permet d'être comptabilisé dans les quotas dans les entreprises d'obligation de travailleurs handicapés. Donc, c'est une politique de discrimination positive en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, mais du coup qui pose la question de la nécessité de passer par une reconnaissance administrative de sa situation. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des discriminations à l'embauche pour les personnes voilà, qui affichent leur handicap. Et malgré tout, on voit bien les questions le levier que ça peut représenter en termes de stratégie personnelle et d'équilibre dans son parcours professionnel. Est-ce qu'on a le temps peut-être de prendre juste une dernière question avant de clore cette première séquence? Ouais. Qu'est-il possible d'apporter comme réponse suffisamment claire à la question de l'impact de la reprise d'une activité professionnelle sur l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé? C'est une allocation qui existe en France, une aide financière pour compenser notamment l'inactivité professionnelle. Comment aider les personnes à y voir plus clair sur le sujet? Je ne sais pas si on a bien fait de l'apprendre dans ce timing-là, on va être en retard, mais ce n'est pas grave, on va se donner 2 minutes. Alors, qu'est-il possible d'apporter comme réponse? Alors, en plus, c'est une question qui est assez technique. Donc, ce que je propose, c'est que peut-être on prenne le temps et peut-être que Mathieu Lafréchou, qui sera là en deuxième partie, pourra nous aider à répondre à cette question. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui ont des agendas très, très chargés ou qui souhaiteraient repartir sur d'autres activités, vous sachiez qu'on clôt cette première séquence du webinaire. Donc, pour information, il y aura notre 6e webinaire le 4 décembre après-midi qui
qui sera plutôt sur la question du retour au travail après un arrêt maladie, notamment de longue durée. À la fin du webinaire, on vous proposera de répondre à un petit questionnaire. Ça nous aide pour flécher les thématiques, continuer à faire évoluer le format de ce webinaire. Donc, si vous avez le temps de le faire, merci infiniment par avance. C'est un précieux outil de travail pour nous. En tout cas, merci déjà de votre participation. Et on continue à répondre aux questions avec Mathieu Lafréchou et Jean-Philippe Cavrois, respectivement directeur du GEST Mayenne qui accompagne vers l'emploi des personnes en situation de handicap psychique et le délégué général de la Fédération Santé Mentale France et ancien directeur du Clubhouse Paris pour continuer de prendre le temps de répondre aux questions durant cette dernière demi-heure. Voilà. Alors, merci Mathieu et Jean-Philippe d'être là. Donc, je vous propose qu'on réponde à la question d'Élise. Est-ce que Mathieu ou Jean-Philippe, vous pouvez apporter des éléments de clarification? Alors, bonjour à tous. Juste, je corrige, je ne suis pas directeur du GEST, je suis directeur du dispositif santé mentale du GEST. Je ne voudrais pas avoir de problème. Sur la question, c'est une question épineuse, la question de l'impact de la reprise d'activité sur l'AH, parce que chaque situation est unique. Nos interlocuteurs des pouvoirs publics de la CAF n'arrivent pas à établir ce fameux simulateur que l'on attend, puisque ça a été plusieurs fois annoncé de créer un simulateur de l'impact du travail sur l'AH pour que les gens puissent se projeter sereinement par rapport à leurs revenus, à leurs moyens de subsistance. Donc pour le moment, que je sache, il n'est toujours pas clairement mis en place et effectivement, ça pose des problèmes de projection parce que du coup, il y a des personnes qui se retrouvent, qui ont ce désir de travail, qui ont cette volonté de travail, ça peut être important dans leur parcours de rétablissement, mais on fait naître une inquiétude profonde sur les moyens de subsistance avec cet AH où ça peut dépendre de la zone géographique, de la composition du ménage, du niveau de revenu, du nombre d'heures travaillées. Quelquefois, c'est en fonction du nombre d'heures, et puis après, c'est le taux horaire qui va impacter. Donc, et quelquefois, il nous est même arrivé d'avoir 2 réponses pour une même situation. Donc, c'est une nébuleuse. Sur la question de la hache, il y a un autre enjeu de plaidoyer qui est en train d'avancer, c'est la question de la déconjugalisation de cette AH, et ce qui va permettre quand même nettement de rassurer pas mal de personnes qui sont en couple. Donc voilà, je ne peux pas répondre clairement à cette question-là, puisqu'il n'existe pas, que je sache, de réponse claire par rapport à la France notamment sur cette question de la hache. J'explique juste, Mathieu, la déconjugalisation, parce que là, on est bien dans la technocratie française, mais en gros, c'est de ne plus considérer les revenus du couple pour savoir si une personne a droit à une aide financière, mais de considérer les revenus de chacun dans le couple de manière décorrélée. Voilà. On a connaissance de couples qui ont caché leur union pour pouvoir garder, sécuriser cet aspect-là des revenus. Et c'est une problématique de plus auquel doivent faire face les personnes en situation de handicap. Ouais. Merci Mathieu. On continue sur les questions ? Alors, en pleine mutation professionnelle et porteur d'un handicap psy, j'aimerais pouvoir développer la PA. La pérédance, j'imagine. Ah, pérédance, merci. En milieu institutionnel, notamment en médecine du travail et handicap dans une grosse collectivité territoriale. Quels seraient vos conseils? Merci de vos commentaires.
J'aimerais pouvoir développer la paire aidance en milieu institutionnel, d'accord, notamment en médecine du travail et handicap dans une grosse collectivité territoriale. Donc, si j'ai bien compris la question, l'idée, ce serait de promouvoir et peut-être de proposer ces services en tant que père aidant ou médiateur de santé paire dans un service de médecine du travail. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je me dis que Raphaël, sur la paire aidance et l'intégration de père aidant dans les services, je pense que tu as des choses à dire. Ouais, je veux bien essayer. Alors, je ne connais pas l'institution exacte dont parle Ludovic. En tout cas, c'est une très bonne idée déjà. Je pense qu'effectivement, amener du savoir, et bon, encore une fois, j'utilise le mot un peu barbare expérientiel dans ce type de structure, ça peut, voilà, c'est vraiment ça répond aussi à la première question qui m'était donnée. C'est aussi ça qui permet de faire bouger les lignes. Après, comment s'y prendre, ça va dépendre des territoires. Je pense qu'il y a des territoires où il y a déjà pas mal de choses qui sont implantées. Je pense autour de Lille, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, ils commencent. Donc peut-être se rapprocher d'une structure qui, alors soit une plateforme de paire aidance, soit de collectifs qui ont pu se constituer, porter une voix et puis voir un peu exactement quels seraient les enjeux. Voilà, après, en tout cas, moi, s'il veut, surtout, Ludovic, je veux bien échanger avec lui un peu plus en détail pour connaître un peu mieux le contexte. Mais oui, en tout cas, pour répondre de manière plus globale, je pense que ça fait vraiment partie des enjeux à venir. C'est le changement institutionnel de l'intérieur, quoi. Pour l'instant, je pense que c'est beaucoup porté par beaucoup les professionnels, finalement, au début en France, peu par les personnes concernées. Maintenant, les personnes concernées s'en saisissent énormément et on sent que du coup, ça s'accélère vraiment autrement. Ce qui concerne les grosses institutions, eh ben, je pense que là, c'est le changement systémique qu'on attend tous. Enfin, moi, quand je pense à grosses institutions, je pense aussi beaucoup aux écoles, à l'école en fait. Je me dis que c'est vraiment un endroit où les valeurs, les questions du rétablissement, elles auraient intérêt à vivre et de faire de faire participer des personnes qui ont eu des expériences plus ou moins compliquées, mais surtout qui s'en sont sorties et qui amènent beaucoup de choses, comme on voit là sur les retours sur les différents témoignages. Est-ce que je veux bien rajouter quelque chose? Bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Raphaël et en fait, nous, à la Fédération Santé Mentale France, on est vraiment contacté par des institutions publiques qui nous demandent d'une manière ou d'une autre, et on n'est pas les seuls à être interrogés, comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire grandir la culture de la santé mentale dans nos structures. Et donc, on sent que le besoin grandit et que le sujet est de plus en plus pris au sérieux. Voilà. Alors, on a à la fois, parce que ça ne contredit en aucun cas tout ce qui a été dit, notamment par Raphaël et Ralph. On a vraiment là un combat de longue haleine, de longue durée, et un peu une bataille de tranchées pour faire avancer tous ces sujets dans les entreprises et pour arriver à les convaincre qu'on peut concilier humanité et efficacité. Et qu'au contraire, humanité peut permettre d'avoir plus d'efficacité. Mais on sent que ça bouge et on sent que les besoins. Et donc, là récemment, on a eu une institution publique qui a organisé une journée sur justement la qualité de vie au travail et qui voulait faire de la santé mentale un sujet de la journée avec une table ronde. Voilà. Et ça peut être suite à des événements comme ça que, à mon avis, chaque personne, alors tout dépend d'où on part, mais peut essayer d'être proactive, d'aller proposer quelque chose et de faire avancer le sujet, notamment de la paire aidance. Voilà, on va dire qu'il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, profiter d'un moment. Voilà. Et j'ai un autre exemple, une personne concernée qui a repris des études et qui, au sein de son école, d'ergothérapeute en l'occurrence, a sensibilisé les profs au sujet de la santé mentale parce qu'elle-même était concernée et elle se voyait chaque jour imposer des discours insupportables. Et donc, en 3 ans, elle a réussi à mettre en place une sensibilisation, faire rentrer une personne consultante qui aide l'école à traiter le sujet. Voilà, donc
on disait tout à l'heure, hein, c'est une guerre de tranchées et c'est des petites choses en profitant de chaque porte qui s'en trouve. Merci Jean-Philippe. Et effectivement, je me dis, Ludovic, il faut aller taper à la porte de services de santé au travail sur votre territoire et peut-être déjà proposer de parler avec eux et de les sensibiliser parce que je pense qu'ils en ont besoin, les médecins du travail, et que je suis sûre que certains seraient très preneurs, intéressés et sauraient reconnaître l'utilité d'avoir un père aidant peut-être à leur côté, en binôme, voilà, face à certaines situations de salariés. Donc, c'est une très bonne idée. Il faut continuer à chercher. Si je peux ajouter un point sur ça, et c'est lorsque on écoute le témoignage de Ralph et aussi de Sophie, on voit qu'à chaque fois que les choses peuvent se passent bien, c'est un enjeu de rencontre. C'est un enjeu, effectivement, où l'autre, il fait la place à la différence et il écoute et il adapte et il peut aménager le poste de travail. Il y a quelques pépites qu'on vous présente ici, mais sachez que nous, sur le service d'emploi accompagné, Job Coach, on commence à en accumuler en fait. Il y a pas mal d'employeurs, notamment de PME, qui ont une connexion entre la direction et la production, qui arrivent comme ça à créer une ambiance d'entreprise, à travailler comme ça l'aménagement de chacun. Et on a de plus en plus d'entreprises de ce type-là où on arrive à faire des aménagements de travail, la personne est satisfaite, a du sens à son activité et l'employeur est également satisfait et il sait réagir aux imprévus, il sait s'adapter et ça rejaillit en plus sur les autres collègues de ces entreprises-là. Là où on a vraiment des grosses difficultés, c'est les plus grandes boîtes. Où là, les process de recrutement sont figés, sont standardisés, chaque poste est pensé de manière déconnectée du lieu et de l'équipe qui va réaliser un petit peu la tâche. Donc, il faut cibler, en fait, préférentiellement, c'est là où nous, ça fonctionne le mieux, des PME ou des équipes qui fonctionnent en équipe un peu autonome et un peu autogérée. Quelle que soit leur taille, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de salariés, mais il faut qu'il y ait cette connexion-là pour qu'il y ait un esprit d'équipe et une solidarité qui puisse se mettre en place dans ces espaces-là. Lorsque c'est trop déconnecté, on n'y parvient pas. Et là, effectivement, les injonctions contradictoires, les managers qui se retrouvent au milieu de choses qui sont ingérables, ça se produit tout le temps. Oui, c'est ça. En fait, il y a un espace de proximité quand tu dis de rencontre d'homme à homme, quoi. C'est pas une institution qui rencontre une personne, quoi. C'est qu'il y a un moment, c'est des hommes et des femmes qui se rencontrent et qui se parlent et qui, comme tu dis, on voit des situations qui fonctionnent dans des grandes entreprises, mais en fait, on parle à l'échelle d'un service qui fonctionne un peu comme une PME où on se connaît, en fait. On se connaît et on a un peu de marge de manœuvre. Ok, merci. On continue ? Le temps de l'entreprise n'est pas celui de la personne en situation de handicap. Ralph, vous l'avez dit, en lien avec la culture de résultat. Cependant, sur la possibilité d'expérimenter de nouvelles tâches, à contrario, l'entreprise attend peut-être trop de prérequis pour permettre ne serait-ce que l'expérimentation. Permettez-vous des changements rapides dans votre entreprise et si oui, comment les accompagnez-vous ? Je trouve ça très intéressant comme question parce qu'effectivement, ça ouvre tout le champ du travail comme un lieu où on s'expérimente, comme un lieu où on se confronte à un certain nombre de choses et comme un lieu, est-ce qu'on peut imaginer que dans le monde du travail, quelquefois, on n'arrive pas à faire quelque chose tout de suite, un lieu où on a le droit de dire là, j'y arrive pas, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai peut-être besoin de temps. Et où on voit que dans les collectifs de travail, entre guillemets, efficaces et puissants, et où il y a de la confiance et de la reconnaissance, ce sont des espaces, des collectifs où on a le droit d'expérimenter, de tester, peut-être de se tromper et de revoir. Et ça, c'est extrêmement important dans le cas des troubles psychiques parce qu'il y a un moment où parfois on ne sait plus de quoi on est capable. Parfois, on a besoin de reprendre confiance en soi et ça passe par le fait de faire. Et donc, il y a tout un espace, effectivement, peut-être à assumer dans le monde du travail
Qu'est-ce que tu en penses, Ralph? Merci Claire, merci Christelle. C'est une très belle question. Je dirais que oui, chez nous, nous permettons des changements, non pas rapides, cependant, mais lents, ou du moins avec des rythmes différenciés. Je pense que c'est parce que finalement, tout changement nécessite des adaptations, du temps. Le mouvement ne se fait pas comme ça, mais je ne sais pas si j'ai toujours bien fait. Donc, je ne sais pas si ça fait de moi le gestionnaire de l'année. Ça, oui, mais encore, ça dépend quelle définition on met derrière le mot gestionnaire. Mais la chose que je pourrais partager, c'est que une fois qu'une personne était recrutée chez nous, et je pense qu'on a la moitié des personnes qui sont arrivées chez Séquence Clé en recrutement ne font, hormis peut-être et encore, un métier aussi spécifique que le montage image, où on a quelqu'un qui est dans un cadre de formation de montage image et qui fait du montage image. Mais j'allais dire, et encore là-dessus, on a une personne qui est passée du montage au cadre aujourd'hui, parce que finalement, ça connaît mieux ses aptitudes. Mais en fait, on a, je pense, la moitié de l'équipe qui ne fait pas le même métier, ou le métier parfois pour lequel elle était arrivée, en trouvant effectivement comment s'ajuster et comment gérer les transitions. Mais oui, à cette question, je poserai le point quand vous dites les prérequis. Pour moi, encore une fois, c'est est-ce que en fait, quand je dis on a trop déshumanisé, derrière le côté on recrute des talents, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. On recrute des talents, hélas, hein, et je plains les personnes qui parfois dans les entreprises et notamment dans les grands groupes doivent gérer cette espèce de truc difficile parce que ce sont des personnes qui finalement aussi se retrouvent pris par une manière d'approcher les êtres hyper enfermantes, mais des talents, des compétences, est-ce que je recrute des personnes? Et en fait, à partir du moment où, je dis, c'est pour ça que ça n'a peut-être pas fait moi le gestionnaire de l'année, mais quand j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe, bah en fait, si parfois le job ne correspond plus ou c'était pas forcément le job qui collait, etc., il existe tout ce qu'il faut pour adapter. Je ne parle pas du sujet d'une mésentente ou de quelqu'un qui aurait un comportement inadapté ou qui serait. On a toujours essayé, et encore c'est dur à analyser. Quelqu'un qui aurait des comportements agressifs ou je ne sais pas quoi vis-à-vis d'autrui et qui créerait un. Mais sinon, il y a un arsenal de formation tout au long de la vie et de changements qui permettent. Les compétences, pour moi, sont accessibles. Alors, ça dépend toujours et reste, suivant certains, peut-être, je mets un petit peu de précaution là-dedans. Mais les compétences sont des choses accessibles. On n'accède pas aux compétences en plus que par l'école et par la formation, mais par l'expérimentation. C'est le mot que vous avez mis, Christelle, et par le fait de faire des choses. Et typiquement, je vais parler encore en tant que dirigeant, on accorde. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une refonte complète à faire sur la mentalité des dirigeants et des entrepreneurs. C'est comme moi, c'est ma boîte. Je n'étais pas producteur avant de faire Séquence Clé Production. Je faisais un truc qui n'a rien à voir. J'étais dans les métiers de l'énergie solaire. Donc, j'étais dans des métiers industriels qui n'avaient aucun rapport avec aujourd'hui. Et je n'étais même pas dans les sujets en lien avec le handicap. En fait, aujourd'hui, ça va faire. Donc, j'ai appris le métier de producteur, mais dans mes premiers jours, comme c'est ma boîte, je ne savais même pas faire un devis. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait une table de montage. Je ne savais rien de tout ça. Je me suis adapté, ça fait 10 ans. Mais finalement, ce qu'on va tolérer ou ce qui va être toléré pour des dirigeantes et des dirigeants, parfois, je suis désolé de le dire comme ça, mais en fait, on va moins le tolérer pour
je pense que parmi les gens qui ont besoin de se remettre en cause aujourd'hui, ce sont les dirigeantes et les dirigeants. Ce ne sont même pas forcément les managers et les strates intermédiaires qui parfois sont, mais c'est les dirigeantes et les dirigeants qui doivent se remettre en cause de manière extrêmement profonde et qui ne sont pas, on n'a pas des super pouvoirs quand on est un entrepreneur ou un dirigeant. Moi, mon entreprise, qui est pourtant une entreprise composée majoritairement de personnes handicapées, donc on peut lui mettre tous les clichés du monde. Parfois, quand je croise des gens et que je présente séquences clés, quand les gens ne connaissent pas ma vie et qui ne savent pas ce que j'ai vécu avant, et qu'en gros, comme ça, en termes de présentation, je ne suis pas complètement con, en plus, je ressemble vraiment à un mec de la prod, j'ai le cheveu long, j'ai la barbe, j'ai le truc et tout. En fait, à chaque fois, on me dit, c'est beau ce que vous faites, c'est super ce que vous faites, comme si, en fait, j'étais en train d'aider 17 personnes. Mais typiquement, je suis en train de faire un webinaire avec vous, on est en train de parler. En ce moment, j'ai 2 personnes de l'équipe qui sont en train de faire du montage vidéo et ces 2 personnes, elles ont un handicap. J'ai une personne qui est en train de coordonner les projets avec des clients, cette personne, elle a un handicap. J'ai une personne qui est en train de préparer un mood board pour répondre à un projet, cette personne, elle a un handicap. J'ai une personne qui est en train de faire de la relance client, cette personne, elle a un handicap. J'ai une personne qui est en train de faire un mixage son, cette personne, elle a un handicap. Et en fait, non, je ne suis pas là en train de faire tout ça. Si ces personnes, elles ne sont pas là, la boîte, elle ne tourne pas. Et moi, je suis en train de faire un webinaire. Et je suis dans une entreprise adaptée. Donc, en fait, ça, c'est vrai dans toutes les entreprises. Et madame, je suis hyper heureuse que vous ayez posé cette question. Et cette question, en fait, aujourd'hui, pour moi, elle touche un truc fondamental. Il est temps d'arriver à un moment de société où les dirigeantes et les dirigeants accordent au reste des personnes les critères de liberté parfois qu'elles s'accordent. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on voit qu'on est très très loin aujourd'hui de ces réflexions-là, puisque les écarts de rémunération montrent tout. Quand on arrive dans des entreprises où les écarts de rémunération sont à 100 ou 1000 fois certains cas, ça montre qu'il y a aujourd'hui un problème de mindset avec des gens qui pensent sincèrement que leur travail vaut 1000 fois celui de personnes quelque part. Donc, ben voilà, moi, oui, les changements, oui, les adaptations, oui, tout ça, vous avez raison. Mais là, il y a un vrai sujet quelqu'un m'a dit dans le chat, un dirigeant qui parle comme ça, il y en a peut-être quelques-uns et tout, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, pour moi, un sujet fondamental, il est là. Et le truc, c'est que je pense que dans les grosses boîtes aussi, monsieur, vous parlez, c'est vrai, mais je pense qu'il y a plein de gens qui veulent faire des trucs, mais dans l'absolu, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le soutien de leur codir ou de leurs dirigeants, qui ne font que du social washing, qui signent des chartes, parce que le pire, c'est que c'est eux qui vont les... Je suis désolé de dire ça, parce que... Donc moi, je suis content, parce que mes clients, ce sont des grands groupes, mais dans mes clients, s'il y en a qui m'entendent, ce sont les fonctions intermédiaires. Mais les dirigeantes et les dirigeants aujourd'hui, non, ils ne pensent qu'à leur rémunération de fin de mois et aux résultats du groupe. Et il y a un vrai secousse à mettre à ce niveau-là. Voilà. Désolé, c'est un cri de cœur. C'est fou, quoi. Moi, j'avais envie de dire, premièrement, de réagir parce que Ralph, il nous secoue aujourd'hui et c'est super. Et ça fait plaisir d'entendre un entrepreneur parler comme ça. Et alors, moi, je suis convaincu qu'il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont comme lui, ou en tout cas, c'est une personne inspirante pour d'autres. Alors, moi, j'avais envie de dire qu'effectivement, on voit des personnes, notamment des personnes concernées par un handicap psychique, et qui ont conscience de leur talent. Et je trouve que c'est bien d'être conscient de son talent, même quand on a des limites, on a des difficultés. Ils sont conscients de leur talent et donc on a des témoignages de personnes qui justement ont créé des sociétés en partant de leur diversité, de leur neurodiversité. Je pense à des gens comme l'entreprise Authentique, Rémi Usan ou d'autres. Et donc c'est intéressant de voir comment est-ce que je transforme a priori ce qui est un handicap, et ce qui en est un, mais en force. Et c'est ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est les vents favorables. Voilà. Et deuxième chose, je trouvais intéressant de dire que où qu'on soit, moi j'ai bien aimé tout à l'heure ce qu'a dit, alors vous êtes plusieurs à l'avoir dit, et Sophie nous l'a démontré, c'est à quel moment, à mon niveau, que je sois personne concernée ou que je sois un manager pris dans une articulation d'une grosse boîte, à quel moment je pose mes choix, à quel moment je mets tout ce que je peux faire en termes d'humanité, tout en gérant aussi mes problèmes de productivité. Mais voilà, à quel moment, au lieu de parler à quelqu'un
de manière irrespectueuse peut-être, ou uniquement sur le terrain à quel moment je vais écouter, à quel moment je vais encourager, à quel moment je vais tenir compte comme vous disiez, que je vais accueillir la personne telle qu'elle est avec ses forces. Si je suis un bon manager, je devrais pouvoir faire ça, sans transiger sur l'efficacité. Donc, je trouve très intéressant et je trouve qu'on devrait faire un prochain webinaire sur le management. Voilà. Moi, avec ma petite expérience dans ce domaine-là, eh ben, je vois que les personnes en situation de handicap font de nous des meilleurs managers, enfin, normalement. Voilà. Et alors, j'avais un peu envie de renvoyer à Sophie en disant, parce que le thème là, c'est l'épanouissement, vivre avec et s'épanouir. Sophie nous montre cette capacité à effectivement s'épanouir et s'épanouir au travail. Voilà, donc je voulais un peu avoir son avis, à quel moment elle s'est sentie ou elle se sent épanouie au travail. Alors, Sophie, Ralph, il gère son entreprise en même temps. Donc, il tape des mails et donc, il faut couper ton micro, Ralph, pour pas qu'on entende tes… Pas des mails, je remercie les gens qui m'envoient un message parce que c'est mon toc à moi. Donc, mais je tape presque des mails. Pas de problème. Sophie, tu veux dire un mot là-dessus? Grande question, hein. Ouais, grande question. En 2 minutes. Quand est-ce que je me suis sentie épanouie? Pas les 6 premiers mois, ça c'est certain. J'étais très angoissée. J'avais vraiment besoin de beaucoup de soutien, notamment de ma psychologue que je voyais toutes les semaines, parce que j'étais vraiment angoissée après un trou de 7 ans, comme je l'ai dit. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai été plus à l'aise. Et quand je suis sortie de la réservation administrative, c'est-à-dire quand j'étais assistante administrative et que je suis passée au partenariat, c'était un peu mieux. Mais ce que j'ai préféré, c'est d'être adjointe de direction. Parce que là, ça a été un poste qui a été créé un peu sur mesure pour moi. Et donc là, j'ai commencé en fait à être beaucoup plus à l'aise. En plus, j'avais une ancienneté dans la boîte. Du coup, je connaissais les fournisseurs, les clients. Je répondais aux appels d'offres. J'avais disons, du recul et une certaine hauteur de vue qui a fait que j'ai commencé à pouvoir vraiment aller plus loin dans les sujets, être plus épanouie, oui. Après, ce que j'espère, c'est que ça va encore monter d'un cran à Bordeaux. Enfin, faut pas, quand on est bipolaire comme moi, il faut pas être trop épanoui non plus, parce que c'est pas super bon signe toujours, en fait. Mais voilà, faut trouver Alerte à l'épanouissement. un juste équilibre, voilà. En tout cas, quand on entend tous les témoignages et les réactions, ce qu'on sent, c'est que ce qui fait que les choses sont possibles et qu'on dépasse les obstacles, les représentations négatives ou stigmatisantes ou discriminantes, c'est effectivement le mouvement. Ça me fait penser à ce que tu disais, Raphaël. C'est quand il y a du mouvement. Et à partir du moment où on se fige dans des réglementations, dans des attendus, où finalement on désincarne les hommes et les femmes au travail, où on crée de la rigidité, là, effectivement, quelque part, c'est bloqué et c'est quand on crée du mouvement, un champ des possibles et l'étirement de la souplesse, que là, il y a beaucoup de choses, pour le coup, qui deviennent très possibles, à condition, comme tu dis, Jean-Philippe, de considérer que tout ça a de la valeur, en fait. C'est redonner de la valeur à toutes ces dimensions-là dans la vie au travail. Je vous propose qu'on prenne une dernière question très rapidement. Alors, n'est-il pas parfois difficile de réagir face à quelqu'un qui cache son handicap psychique? Comment amener les salariés à parler de leurs différences, difficultés, car quand on sait, c'est plus facile. Merci Fanny pour cette question. C'est un grand sujet. C'est finalement comment aller vers, comment autoriser les personnes à parler, comment ouvrir le dialogue. Alors peut-être Sophie, tu as un avis là-dessus. Peut-être que je suis sûre que tous nos invités ont des choses à dire là-dessus. Mais je me dis que Sophie, quand on n'a pas envie d'en parler, alors toi, tu en as toujours un peu parlé, mais justement, quand on a fait le choix de ne pas en parler, qu'est-ce qui aide Effectivement, moi
pris le parti d'en parler, comme je disais tout à l'heure. J'ai des personnes dans mon entourage qui étaient concernées et qui l'ont dévoilé à l'occasion de mon slam, justement, par exemple. Enfin, c'est un petit exemple, mais à partir d'un média ou d'un support comme un support artistique. Donc, moi, j'ai fait un slam de l'espoir sur mon parcours. Je sais que ça a été un support utilisé par d'autres pour le faire écouter et faire réagir des personnes. Et moi, il y a des personnes de mon entourage que je connais bien qui sont venues me confier qu'ils étaient concernés. Je m'en doutais, mais ils ne l'avaient pas explicité. Ils ne l'avaient pas révélé, en fait. Donc, je pense que l'utilisation d'un support artistique ou d'une médiation, ça peut aider, mais sinon, je sais pas. La médiation et puis parler de soi. Finalement, en parlant de toi, tu as Oui, c'est ça, en ouvert témoignant, la en porte. témoignant de soi-même. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà. Qui souhaite apporter un regard, Jean-Philippe, sur Je voulais cette juste te dire question-là? rapidement que Ensuite. en général, quand on est en entreprise et qu'on est manager et qu'on doit soit recruter, soit manager quelqu'un, on aime bien comprendre. On aime bien comprendre. En fait, on recrute bien ce qu'on connaît bien, ce qu'on comprend bien. Et c'est vrai que c'est plus facile de manager quelqu'un qu'on comprend. Alors ça, c'est aussi à double sens. Il faut aussi, en tant que manager, savoir donner des clés pour que les personnes apprennent aussi à être managées ou à vous manager à leur manière. Mais c'est vrai que, bon, moi, je suis toujours favorable et à un moment, une certaine authenticité. Alors, il ne s'agit pas de dire plus que ce qu'on a besoin de dire. Donc, il n'y a aucune injonction et c'est vraiment un cas, enfin, c'est au cas par cas. Mais je trouve que donner des clés ne peut qu'aider, surtout dans les moments plus compliqués, ne peut qu'aider le collectif ou le manager à comprendre, à s'adapter, à aménager en dialogue. Et voilà, donc c'est vraiment ça que j'aurais tendance à Ouais. encourager. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais voilà. Oui, et pour que ce soit possible, en fait, assez simplement, moi je trouve que dans les univers professionnels, on peut assez simplement dire à ces équipes, voilà, si vous avez envie de partager des choses sur vos difficultés, vos besoins ou vos problèmes, sachez que c'est possible. Je pense à un enseignant à l'université qui avait dans ses élèves une jeune femme qui avait des gros problèmes de santé mentale, qui l'a accompagnée, et du coup, ça s'est su qu'il avait une sensibilité, une ouverture d'esprit par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui se sont inscrits dans son atelier, dans son enseignement. Et donc, en fait, il me dit, j'avais une espèce de surreprésentation dans mes élèves de personnes qui avaient des difficultés de santé mentale. Il me dit, sauf que moi, je ne le savais pas. Et en fait, en début d'année, régulièrement, il me dit, assez simplement, je passe le message en disant, sachez que si vous avez des besoins particuliers, si vous avez envie de me partager vos problèmes, vos besoins, et comme tu dis, il ne s'agit pas de parler des problèmes de son intimité, mais de voir comment vous aider à mener vos études au mieux, et c'est possible. Et en fait, voilà, c'est une façon d'ouvrir la porte et de soutenir la prise de parole. On a débordé de 3 minutes. Je suis désolée. Ah. Oui, Sophie, pardon. Juste rajouter, comme Véronique Gilbert l'a dit dans le chat, en fait, il y a aussi la formation des premiers secours en santé mentale qui peut aider à approcher des personnes qu'on sent en difficulté et qui n'ont pas forcément elles-mêmes conscience de leur pathologie, pour les aider à aller voir des professionnels de santé ou simplement pour dialoguer. Ça donne des pistes et des outils, des moyens pour accompagner les personnes qui ont des problèmes psychiques. Et peut-être Jean-Philippe peut en parler de cette formation rapidement. On va pas en parler là, mais sachez que si vous voulez, effectivement, il y a un super site, Premier secours en santé mentale. C'est une formation ouverte à tous sur le modèle des premiers secours. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette formation. Merci infiniment à vous tous. Merci infiniment à nos 3 intervenants et nos 2 alliés qui sont venus nous rejoindre. On vous souhaite une très bonne journée outre-Atlantique. Pour nous, côté Europe, une bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous le 4 décembre après-midi
pour le prochain webinaire pour parler de ce temps finalement un peu particulier du retour au travail quand on a été en arrêt longue maladie. On va s'inspirer notamment de pratiques canadiennes qui ont fait pas mal de choses sur ce moment particulier-là. Donc, soyez à nouveau nombreux. N'oubliez pas de remplir notre petit questionnaire et nous partager tous vos conseils et recommandations. Merci infiniment à tous et à très bientôt.